Bonjour à tous, donc Ophélie Fauvet, je suis chercheure à l'INRA de Rennes. Et donc je vais vous parler de ce qu'on fait en recherche sur les suivis de la qualité de l'eau. Comme ça. Donc je vais vous parler en particulier de ce qu'on fait comme suivi de la qualité de l'eau dans un observatoire de recherche en environnement, c'est-à-dire un site d'observation dont on va visiter une partie en fin de journée aujourd'hui. Donc la mission de ce genre de dispositif, c'est de mesurer des signaux, donc dans notre cas chimiques, ça pourrait être biologique ou d'autres types de signaux. Mais pour nous, c'est chimique. Et au niveau des différents compartiments de l'environnement, donc évidemment l'eau, mais ça peut être aussi le sol ou l'air, en réponse à des contraintes qui s'appliquent au système, qui sont de deux types, soit des contraintes plutôt climatiques et globales, et des contraintes appliquées par les activités humaines, et notamment quand on est en bassin versant agricole, des activités liées à l'agriculture en fait, et qui sont plus locales. Donc l'objectif scientifique qu'on a donc, au niveau de la recherche par rapport à ces observations, c'est de comprendre finalement cette réponse des différents compartiments de l'environnement, notamment discriminer la part due aux effets climat ou globaux et la part due aux activités humaines et aux usages agricoles. Et de la caractériser, donc notamment l'ORE dont je vous parle et qu'on va visiter aujourd'hui a pour principale thématique les temps de réponse dans les hydrosystèmes agricoles. Donc l'idée étant bien de savoir qu'est-ce qui est lié à la variabilité climatique, qu'est-ce qui est lié à du changement, donc c'est-à-dire sur du plus long terme. On parle de variabilité sur quelques années à une dizaine d'années et de changement quand on est sur du pluridécennal, on va dire. Et donc, quelle est la part liée aux différents forçages pour comprendre finalement comment fonctionne le système. On a un peu un objectif de compréhension de processus au niveau des activités de recherche. Donc, le site de l'ORE Agri, c'est composé de deux sites. Donc, il y en a un qui est localisé dans le sud Finistère, et puis donc c'est le point rouge qui est décalé sur le transparent, mais donc qui est à peu près au niveau de Quimper en fait. Et puis le point vert, donc qui est en centre-Bretagne, c'est donc ici à Nézin. Donc c'est des sites, donc soit des réseaux de bassins versants élémentaires, soit des bassins versants élémentaires, qui vont faire quelques dizaines d'hectares, de l'ordre de la dizaine d'hectares à 5 km². Et qui donc sont caractérisés par un usage des sols dominé par l'agriculture, et notamment chez nous, en Bretagne, des systèmes mixtes entre culture et élevage. Donc ce qu'on suit en fait, c'est au niveau de l'eau, ce sont des stations sur les cours d'eau, donc des stations limnimétriques, et puis aussi l'eau de la nappe superficielle, puisqu'on a aussi des réseaux de piézomètres. Sur certains sites, on va aussi avoir des mesures dans l'air et dans les sols. Donc en termes de type de solidité que l'on suit, donc c'est ce que je vais vous détailler maintenant. Quel flux on regarde dans ces bassins versants agricoles, donc tout ce qui va être lié aux nutriments principaux qui constituent également des intrants agricoles. Donc d'abord l'azote, alors évidemment très emblématique les nitrates. Donc les enjeux associés à ces nutriments, je ne vous apprends rien en parlant d'eutrophisation côtière et d'alimentation en eau potable, par exemple pour les nitrates. On a aussi des spécificités, donc quand on s'intéresse à l'azote, on peut s'intéresser aux formes majoritaires. Donc quand on regarde l'eau, c'est souvent les nitrates, mais il y a également d'autres composés, notamment quand on est en région d'élevage, on va pouvoir s'intéresser à l'ammoniac, par exemple. Quand on regarde le cycle de l'azote dans son ensemble, donc avec cette notion de cascade de l'azote qui dit que finalement, faut regarder un petit peu comment évolue cet azote dans le paysage et à travers différentes transformations, qui fait qu'il ne passe pas forcément uniquement sous forme de nitrate.
donc avec des gaz à effet de serre. Et puis, une spécificité importante aussi au niveau des nitrates dans nos sites, c'est le fort stock, enfin, l'énorme stock qu'on a dans la nappe superficielle. On a des verrous techniques, donc comme disait Wilfried sur l'azote organique. Pour l'instant, pour quantifier cette phase organique, on fait la différence entre le total et le minéral. Donc quand on a une forte portion qui est sous forme minérale, quelle incertitude on a sur ce qu'on détecte par différence, c'est une question importante. Et donc les compartiments qu'on cible, c'est les eaux superficielles de nappe, on peut regarder également la chimie de la pluie, et puis éventuellement d'autres compartiments. Et comment, donc en termes de coûts et de techniques d'analyse, donc là je parle essentiellement des nitrates, analyser un échantillon au laboratoire, ça nous coûte une dizaine d'euros par échantillon, donc après tout dépend combien on en fait. Il existe des sondes multiparamètres qui sont plutôt de l'ordre du millier d'euros, plus des coûts de maintenance et d'entretien évidemment. Et puis on a des sondes, donc c'est ce qu'on verra peut-être aujourd'hui, ce qu'on verra sur site, des sondes optiques qui elles sont plus de l'ordre de 20 000 euros. Donc voilà, on change radicalement, c'est quand même un investissement, je veux dire, pour un suivi en routine sur un bassin opérationnel. Ensuite, on a donc deuxième nutriment, le phosphore, donc plutôt sur des aspects eutrophisation eau douce, avec plutôt des spécificités. Donc en Bretagne, un stock important dans les sols. Et puis, une spécificité du phosphore, c'est aussi toute la spéciation chimique de cet élément, donc entre dissous particulières, les changements de phase et les transformations, qui fait que le dosage en fait, de cet élément est un petit peu délicat techniquement. Et puis, on a des zones assez emblématiques dans le paysage qui sont les zones humides et les zones hydromorphes, donc où on va avoir interaction entre sol et nappe, et connexion ou connectivité au cours d'eau. C'est aussi un élément, donc on parlait de pluie tout à l'heure et de protocole pluie pour les pesticides qui n'étaient pas trop mis en œuvre pour le phosphore. Donc c'est effectivement un élément qu'on a à un niveau de base assez faible, qui est de l'ordre des limites de détection en écoulement de base. Par contre, en crue, on a des exportations importantes, donc c'est très discontinu en termes de dynamique. Et donc ça nécessite, si on veut quantifier un flux précisément, une très haute fréquence. Et donc ça, je pense que ces aspects fréquences, Florentina détaillera plus tard. Et donc des compartiments cibles qui sont plutôt les eaux de surface, puisqu'on n'en retrouve pas trop, on n'en trouve pas dans la nappe chez nous. Donc là, pareil, l'échantillon traditionnel avec analyse au laboratoire, c'est quelques euros par échantillon. Par contre, si on veut faire de l'analyse en continu, là, on est obligé d'avoir le même type d'appareil qu'on a en labo, mais sur site. Donc, c'est des choses qui se développent dans le cadre de recherche, qui se sont beaucoup développées au Royaume-Uni récemment, mais du coup, qui représentent aussi un investissement conséquent, donc financier, mais aussi en termes de maintenance, évidemment, puisque c'est des machines assez sophistiquées et qui nécessitent un suivi très régulier. Et puis ensuite, donc, azote, phosphore et carbone, donc avec un enjeu eau potable, le cycle du carbone, mais aussi un enjeu au niveau de l'agronomie, puisque la matière organique va jouer un rôle important sur la stabilité et la fertilité des sols. Donc, qui est aussi en lien étroit sur nos sites par rapport à la spécificité élevage avec la gestion des effluents, et qui, comme le phosphore, a tendance à faire émerger ce qu'on appelle des hotspots dans le jargon de la recherche, c'est-à-dire ces zones humides et hydromorphes dans le paysage qui constituent une zone vraiment stratégique pour les exportations de carbone dissous. Et donc là, même chose, donc c'est-à-dire qu'on a l'option analyse en laboratoire qui est plutôt de l'ordre de la dizaine d'euros par échantillon. Et on peut utiliser aussi les sondes optiques comme pour le nitrate, mais avec en routine des problématiques liées à la gestion de la dérive de ce type de capteur. On en parlera plus sur le terrain, je pense, ce soir. Donc ensuite, d'autres polluants. Donc pesticides, je ne vais pas en parler parce qu'on ne les suit pas sur le site. Par contre, ce qu'on a commencé à regarder comme polluants émergents, c'est tout ce qui est résidus médicamenteux associés aux contaminants fécaux, puisqu'en fait,
Donc, comme pour les pesticides, on a des enjeux liés à la toxicologie, l'écotoxicologie, mais aussi tout ce qui est antibiorésistance. Et évidemment, en zone rurale et avec beaucoup d'élevage, on comprend bien que ce type de molécule pose question. Là, par contre, des verrous techniques assez importants, puisque comme pour les pesticides, on a énormément de molécules et ça coûte très cher. Ça coûte, y compris au labo, 100 € par échantillon à analyser. Et puis, ça peut gonfler vite suivant le nombre de molécules. Et donc, il faut bien savoir lesquelles chercher, en fait. Et puis après, les flux particulaires, c'est pareil, j'en parle pas, puisqu'Alain va détailler ça plus tard. Donc une des questions qu'on se pose aussi sur les observatoires de recherche en environnement, c'est par rapport à toutes ces contraintes techniques de suivi, est-ce qu'il existe des proxys alternatifs, c'est-à-dire des paramètres physico-chimiques un peu classiques à suivre en routine, qui peuvent nous donner des informations sur la chimie de l'eau? Donc là, par exemple, je vous montre un exemple de la conductivité électrique. Donc sur mon graphe de gauche, en fait, la conductivité est en bleu et la concentration donc, en nitrate est en noir. Puis en vert, vous avez sulfate et en violet chlorure. Donc, puisque la conductivité électrique, elle est liée aux éléments ioniques en solution. Et donc on voit que la dynamique, globalement, entre nitrate, qui est présent en concentration la plus importante, et la conductivité électrique est plutôt bien synchronisée. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on essaie de fouiller. Ensuite, quelques exemples pour dire qu'est-ce qu'on fait de ces suivis chimiques. Donc nous, en fait, en tant que chercheurs, là où on développe une expertise, c'est comment analyser ces signatures pour détecter, pour les lire en fait, pour les interpréter. Sachant que surtout, ce qu'on a regardé, c'est sur des échelles courtes, on va dire pluriannuelles, on a quand même des changements agricoles, une variabilité. Quelquefois, on a sur certains sites des plans d'action, des choses comme ça. Et on a un certain tampon dans la signature à l'exutoire, parce qu'un bassin versant, c'est intégrateur. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut essayer de relier, de détecter quand même une variabilité ou des changements dans une signature tamponnée? Donc là, c'était un exemple pour montrer qu'on pouvait se baser sur de la modélisation conceptuelle, où en fait on a interprété, on a deux bassins contrastés, avec une signature saisonnière, donc là c'est les concentrations en nitrate, signature soit synchrone avec le débit, soit opposée au débit. Et en fait, on peut interpréter ça comme étant lié à des réservoirs de nappes. Donc le modèle simule des réservoirs de nappes lents et rapides qui permettent cette saisonnalité. Et donc, en gros, les concentrations relatives de chaque réservoir tendent à supporter des hypothèses sur est-ce que le bassin est en train de se remplir ou de se vider en azote, typiquement. Et donc ensuite, deuxième exemple, on peut se baser sur des approches statistiques pour essayer d'extraire en fait une variabilité. Donc là, c'était l'exemple du carbone organique dissous. C'est pas du tout mes schémas. Donc je suis assez surprise, mais c'est pas grave. Donc le graphe de bas, vous voyez les points noirs. Donc c'est une concentration annuelle pondérée. Donc on a 20 ans de données. On a une variabilité climatique importante, des années très humides, des années très sèches, et pourtant on a une grosse stabilité. Et donc avec des approches statistiques, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, cette concentration en carbone organique dissous, elle va être stimulée positivement par les sécheresses estivales, mais elle va être corrélée négativement avec le niveau d'humidité de l'année. Donc en fait, on a finalement des facteurs qui peuvent se compenser et qui font qu'on masque une variabilité due au climat. Voilà, et puis dernier exemple, donc pour comment on peut interpréter par exemple les dynamiques en crue pour apprendre sur le fonctionnement du bassin et notamment son fonctionnement saisonnier. Donc là, en fait, c'est un travail qui avait été fait par Alice Aubert dans sa thèse en 2013, où elle a utilisé des chroniques de 12 jours, incluant une pluie à chaque fois, pour
pareil, avec des analyses statistiques, extraire des groupes, en fait. Donc, à chaque groupe correspond un type. Elle a donc extrait 4 types de crues et finalement 3 se distribuent bien dans l'année, puis un expliquait plutôt des années exceptionnelles, on va dire. Et donc quand on regarde dans l'année comment se répartissent ces types, on a eh bien, à l'automne, à la reprise des écoulements, le motif qui était 0, qui met en évidence en fait la contribution de 2 compartiments. La nappe dans la zone riparienne et la nappe profonde, donc qui ont des richesses différentes en différents éléments. Ensuite, au niveau de la période hivernale, donc période de hautes eaux, on a un autre motif qui apparaît, qui met en fait en évidence la contribution d'autres compartiments, donc la nappe superficielle de versant, qui a encore une autre composition en éléments nutritifs, et le compartiment de sol, de bas de versant, qui lui aussi peut contribuer à cette période. Et puis, au printemps et en saison sèche, un autre motif donc, qui apparaît dominant et qui met en évidence d'autres processus. Donc voilà, je vais arrêter là. Mais donc voilà, si je vais peut-être finir juste sur la conclusion pour dire que nous, notre expertise, elle est plutôt sur interpréter ces signatures et sur quel protocole mettre en place pour poursuivre la qualité de l'eau. Donc si on se place dans l'idée de mesurer des effets d'action de restauration sur des sites opérationnels, je pense que l'idée de prendre une vision intégrée avec différents éléments, différentes phases, est importante au sens où on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Être attentif à voir si on n'a pas de transfert de pollution peut être une question importante. Et puis après, donc, observer éventuellement des compartiments intermédiaires, puisque l'exutoire c'est assez intégrateur et finalement c'est très tamponné, comme on l'a dit. Donc on peut essayer de développer des techniques pour lire la signature, détecter de la variabilité dans cette réponse tamponnée, mais on peut aussi observer des résultats localement pour voir si on est sur la bonne direction, on va dire. Adapter la fréquence aux éléments qu'on veut suivre sur des temporalités d'intérêt. Donc là, on peut aussi éventuellement apporter une expertise par rapport à ce qu'on fait sur nos sites. Et puis tester des proxys. Donc là, ça va être vraiment local, puisque les relations vont être variables d'un bassin à l'autre. Ce n'est pas forcément extrapolable. Mais les méthodes auxquelles on s'intéresse peuvent éventuellement l'être. Moi, je me demandais peut-être, Ophélie, quelle relation vous avez avec les acteurs locaux? Est-ce qu'ils utilisent vos données? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors sur les sites qui sont nos observatoires, on observe. Donc les relations qu'on a, c'est plutôt de la restitution et effectivement, donc on essaie d'organiser des restitutions auprès des agriculteurs régulièrement pour expliquer ce qu'on fait, quelles sont les questions de recherche. Il y a certaines données qui peuvent les intéresser directement, mais là ça va moins être sur l'eau que sur le sol, évidemment. Après on les sollicite régulièrement, donc pour des enquêtes, puisqu'on essaie de suivre les pratiques et les occupations du sol sur ces sites aussi. Par contre, on n'est pas sur la mise en place de nouveaux systèmes ou de changements de pratiques ou d'aménagement du paysage. Ça, c'est plutôt des actions de recherche qui sont menées sur d'autres sites. La chronique, la belle chronique que nous avons depuis 10 ans journalière, c'est grâce à un employé communal qui va sur le terrain. Donc finalement, voilà, ça peut donner écho aussi à d'autres, à cet après-midi au débat.